un axe autour des produits IA et la stratégie, un peu moins sur les sujets qui sont autour de la gouvernance, la partie plateforme. C'est une offre qu'on a également chez Artefact, mais qu'on sépare un petit peu entre personnes pour certains, en tout cas sur certains temps. Et donc, je vais vous partager mon écran. On a une présentation, bien sûr, mais on est ravis de différer cette présentation. Donc, si vous voulez qu'on prenne d'autres axes, si vous voulez qu'on creuse d'autres choses que vous ne voyez pas, ou des choses en priorité, avec plaisir de piloter. Je partage mon écran et je te redonne la main, Geoffrey. Ouais, alors peut-être, il y a quelques personnes, on ne se connaît pas du tout. On avait fait une vidéo pour vous expliquer qui on est. On avait fait une petite vidéo chez Vivalec. Je vais juste vous commencer par ça. Et rassurez-vous, hein, ça dure 1 minute et on s'en parle juste après. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes aujourd'hui à Vivatech où on est sur le stand d'Artefact. 我们生活在大脑中，这对于小型、中型和大型企业来说是一个 Wir leben kopfüber. Das ist ein außergewöhnliches Treffen für kleine, mittlere und große Unternehmen. Artefakt olarak işletme, veri analizi ve yapay zeka çözümlerimizin tamamını sergilemek büyük önem taşıyordu. That are directly related to artificial intelligence. Artifact has existed for nearly 10 years. Actualmente contamos con 1.300 colaboradores. Estamos presentes en 20 países. Juste un petit clin d'œil, on n'est pas tous polyglottes comme Vincent. Juste là, on a généré cette vidéo, alors on l'a faite en français, on l'a générée avec un software qui s'appelle Eigen en à peu près 3 minutes. C'est une IA générative qui double. C'était juste pour vous montrer un peu en guise d'introduction la puissance de ce type d'outil. Alors, 3 minutes, on a pris une version gratuite, je crois, sur ce sujet-là. Donc, c'est juste pour vous donner un tout petit aperçu de la puissance, si vous ne l'avez pas encore en tête. Juste un mot, alors peut-être un peu plus, et là en français, je ne suis pas aussi polyglotte que Vincent, sur qui on est Artefact. Je ne vais pas vous faire la presse corporate qui dure une demi-heure, ce n'est pas le sujet. Juste pour vous dire qu'on est une société française qui a presque 10 ans. Et ce qu'on fait, notre raison d'être, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on déploie de l'IA. Et donc, on déploie des modèles, notamment d'IA générative, mais pas que, aussi des sujets autour de l'IA, de l'image, du machine learning, etc., de la strat, jusqu'à l'acculturation en passant par le déploiement des modèles. Voilà, je passe, ce n'est pas l'enjeu. Ce qui est peut-être important dans notre contexte-là de l'IA générative, c'est que, évidemment, on travaille avec toutes les technos du marché, hein, que ce soit les grands hyperscalers, mais aussi des acteurs plus petits ou plus locaux. Je pense en particulier à Mistral ou à Lighton en France, ou à Dust.ai aussi en France, que vous connaissez peut-être. Et au-delà du côté multi-techno, ça nous permet d'être au plus proche des avancées du sujet, parce que l'IA générative il y a 1 an n'était pas la même qu'il y a 6 mois, et ce ne sera pas la même dans 6 mois. Je donne un exemple très concret, c'est que on est au plus près des progrès autour, et je ne sais pas si c'est des choses que vous suivez de près, mais du multimodal. Aujourd'hui, la vidéo s'intègre beaucoup mieux, notamment avec les versions de ChatGPT qui vont arriver. Et on commence déjà, nous, à intégrer ça chez nos clients. Alors, peut-être pas encore dans le FS. Je pourrais parler de Legrand, si ça vous intéresse. On intègre déjà dans des sujets de GenAI la vidéo. Et je pense à des cas d'usage par extension, notamment, je crois que c'est Julie qui en parlait tout à l'heure, autour de la relation client et de l'interaction client. Juste peut-être tout à l'heure, quelqu'un disait, je crois que c'est Aude qui disait ça, c'est un sujet qu'on regarde loin, souvent par le prisme IT, en tout cas c'est ce que j'ai noté. Là-dessus, nous, on fait un constat. Depuis 6-8 mois, le constat qu'on fait, alors là, je vais parler que du FS, du secteur financier, il n'y a pas un client ou une entreprise dans le secteur financier, en tout cas avec qui on parle pas avec tout le monde, mais en tout cas avec qui on parle, qui n'a pas fait des choses sur le GenAI. Et quand je dis faire des choses, il y a en gros 3 grands types de sujets qui sont adressés. Soit c'est plutôt de la réflexion des task force, de la feuille de route, de la priorisation de roadmap, quel type de use case on priorise. Donc plutôt, allez, je vais caricaturer, plutôt des slides. En tout cas, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, vous avez été plusieurs à en parler, vous êtes plusieurs à le faire, en tout cas, on le sait, lancer des MVP.
On reviendra un peu sur les exemples tout à l'heure. Et troisième sujet, lancer des démarches plus ou moins grandes d'acculturation. AXA, je crois que c'est François, je sais pas, tu dis que tu es une ex d'AXA, mais AXA a lancé ça sur les 140 000 personnes du groupe. Formation, acculturation de GenAI. Une bonne partie des COMEX du secteur financier a lancé ça. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est toi, Evelyne, qui disait que, ou non, Stéphane, pardon, que c'était les COMEX étaient extrêmement attentifs, extrêmement pushy sur ce sujet. C'est vrai. Enfin, Je confirme. C'est très vrai. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. On a fait un nombre de training COMEX ou d'acculturation ou de learning expedition incroyable. Et même, si je fais un pas de recul sur notre métier, notre niveau d'interlocuteur a changé. C'est-à-dire que notre niveau d'interlocuteur avant était beaucoup plus soit des patrons de BU, soit des CDO, patrons de l'IT en charge des domaines digitaux ou data ou des plateformes. Là, on a toujours ces interlocuteurs-là, mais on a également des C-level qui sont quand même assez loin de la techno parce qu'ils ne veulent pas louper le train de la GenAI. Voilà, je fais une parenthèse, hein, j'ai fait des digressions parce que j'ai juste rebondi en fonction de trois choses que j'ai entendues. Et après, en termes de cas d'usage, et après on rentre un peu plus dans le détail, moi j'aime bien les simplifier. Alors, vous avez probablement vu 50 facteurs de cas d'usage de GenAI, comment il y a plein de façons de les voir, plus ou moins compliquées. La façon dont chez Artefact, on aime bien les catégoriser, c'est en 3 grands blocs. On a tous les agents conversationnels, des choses plutôt classiques hein, auxquelles on pense, hein, interaction client, relation client, etc. On a un grand bloc d'agents productifs. Là, l'enjeu va être, si je parle des banques, Anthony, c'est un terme qu'à mon avis, tu dois entendre souvent, c'est comment j'optimise mon cost to serve. Donc ça, typiquement, ça rentre dans cette catégorie-là. Et la troisième catégorie, plutôt dans les environnements marketing, les agents créatifs. Donc, globalement, avec ces 3 grandes catégories, on arrive à peu près à couvrir 100% des cas d'usage. Je m'arrête là-dessus, sur la présentation un peu générique. Est-ce que d'abord, vous avez des questions? Après, on va rentrer un peu dans les quelques learning. OK. Alors, si on continue, tu peux passer, je pense, à la slide un peu learning, Jérémy. Ouais, celle-là, on la passera après si on a le temps. Vas-y. Là, tu peux passer. Voilà, très bien, celle d'avant. Voilà. Ça va très bien. Là, ce qu'on avait envie de faire, c'était de prendre un tout petit pas de recul là, sur les 6 derniers mois et vous dire un peu ce qu'on voit, ce qu'on observe sur ces sujets-là et vous partager quelques convictions. Et évidemment, réagissez hein, si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas d'accord. Je ne vais pas forcément les commenter dans l'ordre. Peut-être le sujet le plus important, je vais commencer par celui-là. C'est qu'avec les sujets de GenAI, on a réduit à peu près par 3 le temps, voire 4 dans certains cas, le temps pour développer un MVP. C'est aujourd'hui très facile de faire un POC, un MVP, que ce soit pour un agent conversationnel, productif ou créatif. On a fait, je vous donne un exemple hyper concret, on a fait, alors je vois, il y a des gens de chez BCF donc ils connaissent le sujet. On a fait des POC, encore une fois, des POC pour du chat sur du knowledge, sur de la donnée interne en quelques heures, allez, quelques jours. Ça va très, très vite. On l'a fait également, Anthony, sur des sujets pour démontrer ça côté SGRF. Alors, je sais que c'est pas chez toi, mais voilà. En tout cas, le sujet de lancer le MVP est assez facile et ça va beaucoup plus vite. En revanche, on a décalé le niveau de complexité sur l'industrialisation. Est-ce qu'elle a été multipliée par 3? Je ne saurais pas vous dire, c'est plus dur à quantifier. Mais en tout cas, ce qu'on observe, et donc là, du coup, je vais descendre un tout petit d'un niveau de granularité un peu plus fin, c'est que les profils fondamentaux pour industrialiser ces types de projets ne sont pas tout à fait les mêmes que sur des projets classiques d'IA. Aujourd'hui, on a davantage besoin de profils et de compétences, on va dire de data engineer, donc des gens qui vont être en capacité de prendre les modèles, de les mettre dans vos infras et de les industrialiser, plutôt que des profils de data science qui vont être des top guns, si je caricature, des modèles. Parce qu'aujourd'hui, les modèles, globalement, on est plutôt sur du fine-tuning.
sauf si vous voulez créer votre propre modèle de LLM, là c'est un autre sujet. Vous faites un Mistral bis, vous levez 100 millions, mais c'est un autre débat, on pourra en parler. Mais en tout cas, ce qu'on observe, et d'ailleurs, nous, dans la composition des équipes, dans les différents projets qu'on a, alors il y a des exceptions, hein, mais on a de plus en plus un barycentre quand on commence à passer à l'industrialisation de profil data engineer versus, enfin plus de data engineer versus data scientist. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant et qui, je trouve, s'amplifie au fil du temps parce que avant l'été, on a lancé des MVP, début septembre aussi. Et là, ça commence à passer à l'échelle, à industrialiser, et on voit que la complexité augmente à ce niveau. Ça, c'est un premier learning assez fort. Le deuxième learning, alors je vais faire le 1 et 2, hein, je vais un peu les lier, je vais faire un lien entre le sujet de hype et les use cases. La bonne nouvelle, c'est que des use cases en GenAI, il y en a, et on en reparlera après, des tonnes. Que ce soit sur chacune des typologies qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, le sujet n'est pas tellement de trouver des use cases. C'est Andrew Ng qui a une phrase, on l'aime un peu, moi je trouve que c'est pas mal, il dit d'époque, je caricature un tout petit peu son propos, mais en substance, il dit des MVP en GenAI, il faut en lancer 100 contre le mur, il faut garder ceux qui collent. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que des idées d'use case, il y en a plein. En revanche, c'est pas non plus, et ça je vais vous donner un exemple très concret, alors pardon pour ceux qui sont en assurance, j'ai plutôt parlé de la banque sur ce coup-là, mais c'est pas non plus la solution miracle. C'est-à-dire que nous, on nous avait demandé de lancer dans une grande banque, alors là je la citerai pas, mais on nous a demandé de faire une étude et développer des sujets de GenAI pour optimiser le back-office du crédit immobilier. Chose qu'on n'a pas fait pour une raison très simple, c'est que les optimisations du back-office pour un crédit immobilier, à 70%, les gains ne sont pas en GenAI. Alors, il y a plein de modèles d'IA qui sont utilisables, mais le ratio gain-coût sur l'optimisation du back-office crédit immo, il est négatif pour la banque. C'est-à-dire que développer des modèles de LLM pour faire ce type de sujet-là, c'est, pardon dans l'expression, mais c'est prendre un bazooka pour une mouche. Donc ce n'est pas la solution magique à tout. Donc, il y a quand même un petit côté un peu hype, tout le monde veut se lancer, je ne sais plus qui dit tout à l'heure. Donc, il faut le faire, évidemment, mais il faut le faire avec intelligence et discernement. Ça, c'est le deuxième sujet, troisième sujet. Et peut-être quatrième sujet, vous avez été certains à en parler tout à l'heure, qui est un peu le sujet des risques. Le phénomène classique qu'on a eu dans le secteur financier quand la première version de ChatGPT est sortie, c'est on verrouille tout. On verrouille tout, on ferme tout, puis après, chacun l'a géré un peu différemment, entre l'assurance et les mutuelles et les banques. Mais il y a quand même un peu 3 grands risques qui persistent et qui sont peut-être les plus importants, qu'à mon avis, vous avez à gérer au quotidien. Hein. C'est le risque de sécurité, c'est le risque d'IP et c'est le risque qu'on va appeler contrôle, conformité, résilience. Enfin, c'est un gros paquet. Le risque de sécurité, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est le risque cyber, le risque qui est du coup derrière de ma donnée, ou enfin la géographie de ma donnée, le risque de fuite de ma donnée. On peut également pousser le vice en se disant, attends, on peut récupérer les données des prompts, etc. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est le risque d'IP, que vous connaissez aussi, je pense. Hein. C'est quid d'entraînement sur des données qui sont non propriétaires. Ça, c'est un vrai débat et j'aimerais vous apporter une réponse claire et tranchée là-dessus, mais aujourd'hui, personne ne l'a réellement. On peut avoir des idées, mais personne ne l'a vraiment. Et le troisième, c'est le risque un peu juridique sur des erreurs de réponse, sur un risque d'éthique avec des modèles qui peuvent être biaisés, sur des risques de stabilité des modèles, sur des risques réputationnels. Donc, c'est un peu ce que j'ai appelé contrôle, conformité. Quelques idées hein, pour les mitiger, même si, encore une fois, hein, tout n'est pas sec, tout n'est pas clair. Le premier sujet, c'est pareil, hein, c'est peut-être évident, mais travailler dans la mesure du possible avec des entreprises de technologie qui vous apportent des garanties qui sont contractuelles. Alors je vais vous citer Microsoft, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui le font. Mais par exemple, Microsoft s'engage à stocker les données sur des serveurs qui sont privés. Est-ce que ce qu'a fait AXA, par exemple, il a pris un ChatGPT, il a fait un Secure GPT
LVMH fait la même chose, c'est marrant parce qu'ils prennent le même nom. Et c'est dans leurs infras, avec un certain nombre de garanties assez poussées de Microsoft. Les autres font la même chose, hein, mais là, juste, vu qu'on a beaucoup travaillé avec AXA, je prends cet exemple-là parce que je le connais bien, mais GCP et Ludovic, si tu veux en parler après, ou d'autres, hein, font aussi la même chose. Ça, c'est le premier sujet. Après, il y a des bonnes pratiques de déploiement des modèles, avec de s'assurer que le modèle est monitoré systématiquement, par exemple, à chaque fois qu'il est mis à jour. Dans les bonnes pratiques, on peut aussi mettre en place des banques de prompts, c'est-à-dire qu'on va prendre les données entrées, les données sur les questions posées et les réponses associées, et évaluer en temps réel les réponses qui sont apportées pour s'assurer que ça ne part pas trop en sucette. Voilà quelques exemples pour arriver à mitiger un peu ces risques. Je fais juste une petite pause là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que d'ailleurs, c'est des choses qui font écho à vos quotidiens ou pas du tout? N'hésitez pas. Hein. Moi, je peux... Oui, pardon. Je vous en prie, Evelyne. Allez-y. Merci, Stéphane. Moi, je me retrouve assez dans ce que vous venez de dire. Hein. On voit dans les premiers POC qu'on a pu mettre en route, effectivement, on l'a fait très vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire, notamment dans le secteur assurantiel qui est quand même en mode longue traîne. Et on fait le même constat sur la compétence autour des LLM. Hein. On voit que c'est le point central et que ça devient crucial de maîtriser et d'ajuster au mieux pour en tirer le plus de valeur derrière. Donc, je partage tout à fait ces constats. Et effectivement, les risques autour de la table, on se doit de mettre la compliance et le juridique. On a la sécurité avec les cyberattaques. Je pense que tout le monde a ce même enjeu. Donc oui, moi, je me retrouve assez bien. Et même par rapport à votre introduction, l'enjeu est fort autour de l'IA, puisque on a même au sein du groupe Covea monté une instance assez récemment, là, depuis 6 mois, autour de ces nouvelles technos et en quoi, avec l'ensemble des directeurs généraux. Et on voit qu'il y a un vrai attrait pour ça et une volonté d'aller très vite, avec aussi on a autour de la table chez nous un directeur scientifique de l'IA qui a été recruté exprès pour accélérer ces sujets. Donc oui, constat partagé. Je laisse la parole à Stéphane, du coup. Ouais, attendez, je mets la caméra. Merci Evelyne, c'est gentil. Moi, j'avais une question, en fait, Geoffrey, puis peut-être pour toutes les personnes qui sont invitées ce matin. Alors, moi, j'entends que sur le principe, le POC peut aller plus vite. Moi, ce que j'aurais avoir, parce que manifestement, ça a l'air d'être quelque chose de partagé, c'est d'avoir un peu votre retour d'expérience sur l'implication de la Sécu là-dedans. C'est-à-dire que si je caricature un peu, on peut faire des POC très rapidement si je reste en mode SaaS, ça va poser aucun espèce de problème avec un Secure équivalent de ChatGPT. Hein. Mais à partir du moment où on va vouloir faire des choses un peu plus localement, assez vite, on a des petits sujets de sécu qu'on aurait bien voulu voir peut-être venir dans un deuxième temps, justement, une fois le POC. J'aimais bien votre idée même si c'est pas la vôtre, mais une fois que le POC il est resté collé au mur. Voilà. C'est pas la mienne. J'ai bien entendu, Geoffrey, mais j'aime bien quand même. Et du coup, je voulais avoir un peu votre retour d'expérience là-dessus, c'est-à-dire finalement, est-ce que il faut partir sur du Microsoft, comme vous dites, et puis on sait que ce sera sécure et quelque part on s'embête pas, ou si on va vouloir jouer avec des acteurs du marché, peut-être à la clé dès le départ du POC, parce que on va être sur des données un peu sensibles, finalement la volonté d'installer leur solution chez nous, et donc du coup avec une sécu qui va être peut-être un peu plus prégnante. Voilà, c'était un peu, j'aurais bien aimé avoir votre retour d'expérience là-dessus. Moi, j'ai vu qu'il y avait Ludovic qui avait levé la main. Moi, j'ai plein d'idées là-dessus, mais je vais peut-être laisser répondre à Ludovic, parce que je pense que tu as plein de sujets là-dessus à partager. Ouais, non, moi, c'était juste pour deux choses. Je rejoins aussi beaucoup de choses que tu disais. Sur les cas d'usage, effectivement, il y en a à l'appel. Le problème, c'est justement de bien les choisir et puis de faire attention à ces aspects sécurité, en fait.
C'est pas prendre tout de suite et trop vite. Et ce que nous, on a fait, alors après, avec Jérémy d'ailleurs, on travaille sur nos XP, on intègre en fait en amont, dès les XP, le sujet de la sécu, du juridique, du réglementaire, en les intégrant dans les réflexions sur l'XP. C'est-à-dire que c'est un délivrable de l'expérimentation qui est d'adresser tous les sujets sécu autour de l'XP d'IA générative concernée, de manière à l'anticiper pour un éventuel go live. Donc c'est effectivement un vrai sujet et on peut pas ne pas le prendre en compte. C'est simplement pas possible, quoi. Et c'est loin d'être simple. Ouais. Ok, merci. Non, juste en complément, enfin, alors oui, clairement, dans les très bonnes pratiques, ce que vient de décrire Ludovic, ça, indubitablement. Ensuite, il y a quand même des facteurs facilitants sur ces sujets pour passer à l'échelle. Je ne mets pas sur l'angle technique, mais je mets sur l'angle du choix des cas d'usage. Il y a quand même une vertu à prioriser dans un premier temps les données internes, plutôt que des données de clients. Je prends un exemple, ne la citons pas, peu importe, mais les grandes banques, cela dit, elles ont enfin, en tout cas, nous qu'on voit de près, les deux qu'on accompagne ont les mêmes raisonnements. C'est prenons des agents conversationnels. On va d'abord tester les technos, les méthodes, les compétences en interne sur des données internes. Et il y a plein de use cases plutôt que sur des données des clients. Donc là, je te donne un exemple hyper concret. Plutôt que d'abord de faire un chatbot à disposition en ligne sur ton espace une fois que tu es logué, où tu te poses des questions qui vont aller taper sur tes données personnelles, faisons-le dans un premier temps sur une base de connaissances interne. Là, en l'occurrence, on peut parler des sujets de droit de succession, par exemple, où tu as déjà plein de cas d'usage qui sont assez faciles à faire et ça va te permettre quand même d'avoir une vraie courbe d'apprentissage là-dessus. Et cette courbe d'apprentissage, elle est d'autant plus importante que tu as un vrai travail d'acculturation. Il y a évidemment des gens qui vont l'utiliser, mais aussi des RSSI, des DPO, des gens de la Sécu. Et donc, dans les bonnes pratiques, effectivement, ces gens-là, by design, il faut les intégrer dans la réflexion. Et il faut les former. Parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que, par principe, ces profils-là, dans le secteur financier, vous leur posez une question, la réponse est non. Par principe. Parce qu'il faut faire de la pédagogie, etc. Donc ça, c'est peut-être le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est en effet le sujet du choix des technos est important. Je disais Microsoft, mais encore une fois, ça marche aussi avec GCP. Il y a d'autres technos qui marchent très bien. C'est juste s'assurer que, à la rigueur, peu importe la techno que vous choisirez, elle vous confère un certain nombre de garanties qui sont le minimum acceptable dans votre environnement. Et ce n'est pas les mêmes chez AG2R, chez SG, chez BNP, etc. Est-ce que ça répond à ta question, Stéphane? Oui, ça répond globalement à ma question. Je confirme, hein, de notre côté-ci, le sujet n'est pas le choix des cas d'usage. Ça, c'est même pas un problème. Ça, je confirme aussi. Le fait d'embarquer tout le monde dès le départ, c'est-à-dire effectivement, comme disait, je crois que c'était Ludovic, la conformité, le juridique, la tech, le DPO, le RSSI, ça, pas de problème. Mais c'est vrai que, mais c'est sans doute parce que on est au début de cette histoire. Le sujet choix de la techno pour nous est effectivement, du coup, choix des données, même si nous aussi on part sur des données internes, est assez prégnant. Et du coup, on sent bien, enfin, il y a toutes les conditions, toutes les planètes sont alignées, conditions se renient pour qu'on puisse accélérer. Mais je pense que simplement, peut-être qu'effectivement, on est au début de l'histoire et on a encore on a besoin de se faire les dents, certainement, sur 2-3 ans. On va montrer une démo juste après, où là, on utilise les technos qui sont pareils, sont aussi extrêmement sécurisés et apportent énormément de garanties que sont les technos IBM Cloud. On en reparle, on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais on pourra en parler juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut aller juste peut-être vite fait sur l'overview, quelques cas. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que ce n'est pas exhaustif du tout. On a fait un petit exercice de cas d'usage un peu précis dans un monde financier. Alors, j'ai mis réseau, c'est plus teinté banque de détail que le reste de l'écosystème financier, mais malgré tout, c'est quand même un sujet qu'on peut retrouver aussi dans les assurances.
Et vous voyez qu'il y en a un peu partout. Les grands blocs, ça va être marketing et vente, évidemment, back-office, évidemment, relations clients, IT. C'est un peu les grands classiques. Donc, à moins que vous ayez des questions sur les cas d'usage, et moi, ravi de vous partager ça, il n'y a pas de... C'est pas du tout un secret. Ça se base, l'impact du ROI se base sur les projets qu'on a fait, que ce soit en interne Artefact ou chez nos clients. Juste un retour d'expérience là-dessus. Ça fait à peu près 1 an qu'on a intégré toute la suite, enfin toute la thématique sur l'IT pour nos équipes à nous, donc notamment GitHub Autopilot, Copilot. Le retour d'expérience à 1 an, c'est que sur la population tech chez Artefact, c'est à peu près, on est 1500 dans le monde, on a à peu près 500 tech, DS, DE principalement, on gagne à peu près 25% de productivité sur ces profils-là. Et ça, on le voit sur 1 an. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les juniors se seniorisent beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide. Donc, non seulement on gagne en productivité, mais en plus, on gagne en qualité. Et donc, on a un écart qui se resserre entre des gens experts et des gens plus juniors, et qui se resserre beaucoup plus vite que ce qu'on avait l'habitude d'observer par le passé. Peut-être le plus simple, c'est de vous montrer 2-3 trucs de façon un peu plus concrète. Ça parlera beaucoup plus qu'une liste de use cases, sauf si, évidemment, vous avez des questions. Allez, on passe. Alors, je reprends la main. Merci Geoffrey. Le premier sujet, c'est un sujet qu'on a pensé et commencé à réaliser pour une banque. Et on a eu le besoin d'aller assez vite et de créer une démo anonymisée. Donc, on est passé par notre partenaire IBM. Et donc, IBM a une couche d'IA génératif Watson X. Donc, en fait, ils intègrent toute la dimension sécurisée au niveau des données, au niveau de l'UX, etc. Ils ont la possibilité de travailler sur de l'on-prem, ce qui est beaucoup plus utile très fort en tout cas sur des banques et sur des assurances, sur le secteur public. Et après, la couche d'IA générative, elle est principalement basée sur l'open source avec Hugging Face, donc Llama 2, etc. Et donc, ce qu'on a réalisé, donc c'est pour ça que vous voyez le logo IBM, on ne l'a pas fait pour IBM, mais avec IBM en l'occurrence. Et c'est une démo donc, qui ne va absolument pas divulguer d'informations secrètes sur le client. Par contre, le but qu'on avait, c'était de comprendre quelle était la population au sein d'une base de données. Donc là, c'est dans une approche, je pourrais rentrer dans le détail, banking as a service. Je veux exposer des informations à certains de mes clients B2B, donc des informations sur mes clients B2C, c'est-à-dire par exemple sur Jérémy, Geoffrey, Ryan, Paul, peu importe, sur les personnes qui ont des comptes en banque chez cette banque, il y a un ensemble d'informations sur leurs transactions, sur leur comportement, etc. Et les fournir à d'autres potentiels partenaires, donc B2B, en self-service. Ça, c'est une grosse partie du cas d'usage. C'est la partie que vous voyez là, que vous allez voir sur la démo tout en haut. Si on met ça de côté, tout le reste de la démo aura une vision. Je travaille sur ma population de clients. Donc, par exemple, si vous avez déjà réalisé des cas d'usage assez classiques, de clustering avec de l'IA, et ensuite de la réalisation de persona à la main, c'est ça que va faire l'IA générative dans la démo. Donc, on a en fait en gros deux typologies de cas d'usage qui sont réalisées avec ce que vous allez voir là. Donc, on pourra rentrer dans le détail, parce que là, c'est un peu théorique. Je rentre dans le détail de la vidéo, et je pense que vous pourrez vous projeter un peu plus facilement. Je vais mettre un grand écran. Est-ce que vous pourriez me dire si vous voyez toujours mon écran là? Vous voyez toujours Oui, on le voit. Oui. On serait bien. On n'a pas de changement d'écran. Donc, parfait. Donc, la première partie l'objectif, c'est de faire de prendre une population, donc en l'occurrence les 10-15 millions de cette population client de cette banque, et de réaliser des personas, soit pour les activer en interne, soit pour les fournir à des clients B2B. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à définir le nombre de clusters que je vais réaliser. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un nombre limité, mais contrairement à une approche plus manuelle avant l'IA générative, on peut en faire 50, 100, 200 si on veut. Donc là, on prend l'exemple de 5, pour pas que ça surcharge la démo. Deuxième chose qu'on fait, qui est utile quand on fait du banking as a service ou alors qu'on fournit ces données à d'autres partenaires, c'est qu'on choisit l'industrie pour qu'elle parle le langage de l'industrie, donc que les données, donc l'IA générative soit déjà une compréhension qu'il faut utiliser ce langage-là. Si vous êtes sur votre donnée
interne et que vous voulez l'utiliser en interne, vous n'avez pas besoin de cette couche-là qui, par définition, sera le langage de la banque. Étape d'après, on fait ce qu'on appelle une segmentation des données qu'on a. Donc, imaginons qu'on ait une population, là, pour le cas, on a, vous le voyez, 2 millions et quelques personnes. Est-ce qu'on va cibler les femmes, les hommes? Est-ce qu'on va cibler la globalité? Est-ce qu'on va cibler par tranche d'âge, lieu de vie, etc. Donc, en fait, on se met dans l'idée soit d'un développement de produit, soit d'une campagne marketing, et on se dit, je vais contraindre ma base de données pour faire mon clustering. Donc là, pas d'IA génératif pour l'instant, juste on prépare les données. Et ensuite, dans la partie du bas, qui est Select Cluster Dimension, c'est là qu'on va commencer, non pas sur de l'IA génératif pour l'instant, mais sur de l'IA. On va demander, ça c'est du Camins, c'est un modèle de clustering, on va demander de répartir la population, donc les 2 millions et quelques personnes, ceux qu'on a gardés, en fonction de poches de proximité d'intérêt sur les dimensions qu'on choisit. Donc là, c'est ce qu'on choisit, par exemple, le volume d'achat, le nombre de transactions, etc. Une fois qu'on a réalisé ça, la première chose qui s'affiche, donc ça prend 15-20 secondes en réalité, là on l'a coupé pour que ça soit plus rapide sur la démo, ça réalise une feuille persona. Donc imaginez une feuille réalisée par le marketing en fonction des clusters qui sont distribués. Ça prend, j'en ai fait plusieurs par le passé, ça prend, si on a une dizaine de personas, 2-3 semaines pour faire quelque chose de correct, itérer et avoir quelque chose de stable. Un peu moins si on est un peu habitué. Donc tout ce que vous voyez comme texte, c'est de l'IA générative qu'il a réalisé. L'image également, c'est cosmétique. L'image, il n'y a pas trop d'intérêt. On a quand même pris les données liées à ce persona-là et on en a fait une image qui correspond. Ça, c'est plutôt cosmétique. Par contre, tout ce qui est l'information qui est fournie, c'est de l'information granulaire, pertinente et rédigée en langage compréhensible facilement par un humain. Donc, c'est pas juste quelque chose de digestif qu'on peut digérer sans être expert technique. Et ce que vous voyez, donc on ne l'a pas mis partout parce que c'est un peu plus long à faire, et là c'était vraiment une approche démo, c'est que le gros challenge sur ce type de produit, c'est de lutter contre les hallucinations. Et donc ce qu'on fait, c'est que par exemple, quand on caractérise le type d'achat que ferait Lisa, donc ce persona-là, on dit que par rapport à l'ensemble des autres clusters, elle va avoir tendance à être plus orientée vers du shopping online et du home delivery. Ça, on le voit par rapport aux données qu'on a. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'à 165% par rapport à l'ensemble, elle a plus de 165% de différence par rapport aux autres clusters, par rapport à la moyenne des autres clusters, sur ce type de comportement. Et donc, en fait, on met une couche d'explicabilité pour ne pas donner des informations biaisées aux utilisateurs finaux. Donc ça, c'est pour la fiche persona. En cliquant dessus, je vais recommencer au début. Ensuite, la deuxième brique qu'on a, c'est une brique un petit peu d'explicabilité technique. Là, juste de l'exposition de données, il n'y a pas d'IA générative, il y a juste on remonte de l'information clé pour l'utilisateur, juste des data viz. Et ensuite, on arrive sur 2 dimensions du cas d'usage qui sont assez wow effect. Elles méritent du fine-tuning, de l'amélioration, mais en tout cas, c'est en démo. Ça, c'est une démo qu'on a fait en 3 semaines, 1 mois. Donc, le cas d'usage entier a été réalisé en 3 semaines, 1 mois. On est sur une approche pas non plus complètement robuste, bien sûr. Mais vous avez la possibilité ici de discuter avec vos personas. Donc, un chat GPT, par exemple, mais entraîné sur votre couche de persona. Et donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Par exemple, alors ça, on s'en fiche un petit peu de ça, mais par exemple, je donne un exemple classique sans prendre, je n'ai plus en tête ce qu'on avait demandé, mais en gros, un exemple qu'on avait essayé, c'était je veux lancer une collection de chaises rouges. Est-ce qu'il vaut mieux que je la lance sur Instagram ou est-ce qu'il vaut mieux que je la lance sur Twitter, sur ma campagne marketing pour t'intéresser toi? Et elle va dire, ah, moi, je suis plus intéressé par ce type de campagne, j'ai en général un meilleur taux de réponse. Un autre type d'information qui peut remonter, c'est je sais que on veut lancer 2 gammes de produits, une gamme de produits un peu plus luxe à 250 € la chaise, ou plutôt une gamme un peu plus éco à une 50aine d'euros la chaise. Qu'est-ce qui, toi, va le plus se toucher? Et donc, aux données liées aux données historiques de transaction, on a la possibilité de se dire, ah ben moi, je vais plutôt à 70% m'intéresser à ce type de produit parce que par rapport à mes tendances de consommation classique, j'y suis plus réceptif. Donc, en gros, ça permet de tester un petit peu son approche marketing ou son approche produit avec son persona en temps réel, avec une approche de chat. Et plus on a de données, plus c'est pertinent. La dernière chose qu'on fait dans ce cas d'usage, qui là est directement utile pour la dimension marketing, à voir si, ça peut également être utile sur d'autres dimensions, mais par exemple, je pense que Aude, tu mentionnais les enjeux marketing que vous aviez.
Oui. Là, typiquement, si pour lancer des campagnes, donc partons de l'approche, soit c'est sur des prospects, soit c'est sur des données CRM, mais j'ai la volonté de choisir, donc d'envoyer le bon message en fonction d'une granularité de persona extrêmement diverse. Donc là, je vais dire, pardon, je ne suis pas encore très à l'aise avec ce passage de slide. Hop, voilà, je vais recommencer. Là, j'arrive à cette page-là, et donc je propose 3 choses à l'utilisateur. Déjà, de commencer à me fournir le type de channel qu'il veut cibler. Est-ce que c'est de l'email? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est, peu importe, des campagnes en physique? Première chose, c'est de choisir le channel. Je l'aide en fait dans son prompt. Deuxième chose, c'est que je choisis le produit ou le service que je vais proposer. Donc, par exemple, une chaise de dîner, voilà, quel que soit le produit. Et enfin, là, il y a une petite partie où on redéfinit son prompt. On dit, par exemple, crée-moi 3 versions avec un titre, un corps de texte pour ce type de produit où on donne un peu plus de détails. Donc là, l'IA générative va fournir 3 potentielles versions qui sont pertinentes avec le cas de Lisa. Et en même temps, sur les autres personas qu'on a en haut à droite, si on a la volonté, on peut créer le même speech, mais sur mesure pour chacune des personas. Et donc, ça permet, quand on a 50, 100 audiences différentes, de faire des messages sur mesure, et pourquoi pas de créer, donc là, ça serait une API en plus, mais de créer de l'envoi automatisé sur le channel marketing de son choix. Donc, ce que fait l'IA générative, pour résumer dans ce cas-là, c'est qu'elle se couple à un ensemble classique d'IA autour du clustering et de segmentation de données pour faire toute la brique qui était historiquement faite en 2-3 semaines par des humains de création de persona, de compréhension de la personne qui était, du persona au sein de ce cluster. Elle le fait en temps réel. Ça permet d'avoir des personas, entre guillemets, toujours frais, toujours réutilisables, quasiment en temps réel, de faire des campagnes sur mesure pour ces personas-là, en tout cas d'avoir un premier jet sur lequel le marketing peut itérer. Et troisièmement, de discuter avec ces personas pour pouvoir affiner soit sa stratégie produit, soit essayer de comprendre, on peut ajouter des données de voice of customer, de feedback, etc. Et également de lancer potentiellement sur les bons channels, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour un type de population. Donc voilà ce cas d'usage, donc réalisé très rapidement parce qu'on avait déjà pensé au cas d'usage un petit peu de notre côté. Donc comme je l'ai dit avec IBM sur Watsonix. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à un premier cas d'usage et ravi ce cas d'usage-là, ce qui est intéressant à mon avis, c'est la dimension originale de l'utilisation de l'IA générative. Et donc, ravi aussi de voir si on peut ajouter des briques ou si on peut repenser des choses avec grand plaisir. Oui, bonjour Aude, j'ai des questions. En fait, je voulais savoir la donnée en fait, sur laquelle vous vous êtes basé. C'est de la donnée qui est récupérée par IBM avec de la donnée contextuelle externe. Comment ça se passe en fait? Sur quelles données vous avez travaillé là-dessus? Oui, alors il y a 3 hypothèses. Donc je vous donne les 3. La première, quand on fait du clustering classique, en général, on essaie d'utiliser, parce que on ne veut pas faire de l'audience engine avec une activation directe à la personne. Donc, en général, on utilise des données qui sont, par exemple, des données de visite sur un site Internet. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de visites sur votre site ou des comportements qu'on arrive à capturer mais qu'on n'arrive pas à raccrocher à une personne, ça peut être un type de données qu'on utilise sur des clustering et ça pourrait être la même chose. Deuxième option, c'est les données qu'on a dans les bases côté client. Donc, en l'occurrence, de cette grande banque, on avait un ensemble de données de transactions liées aux personnes, donc assez Taylor. Et là, ce que vous voyez pour l'exemple, c'est que des données absolument fausses. On a gardé les tables, on a gardé les colonnes qui étaient pertinentes par rapport au contexte historique de cette banque. On en a ajouté quelques-uns. Mais tout ce que vous voyez, c'est des données random. C'est des données complètement anonymisées, qui n'ont pas de sens. Donc, c'est pour ça que parfois, ça peut être un peu bizarre. Ce qui est beaucoup plus facile pour nous, pour le cas d'usage, parce qu'il n'y a pas un problème de data quality. On ne prend aucun risque. C'est un sujet que vous devez traiter, enfin, en tout cas, qu'il faut traiter avant de faire ce type de cas d'usage. C'est avoir une sorte de curation de vos données, une gouvernance assez forte pour se dire est-ce que ça je l'expose, est-ce que ça je l'expose pas, est-ce que ça je suis sûr de vouloir mettre cette information-là, ça non. Nous, on n'avait pas ce problème-là, c'est pour ça qu'on l'a fait en 3 semaines, donc c'était assez rapide. Donc la réponse, c'est que IBM, la brique qu'ils vont apporter, c'est juste une brique de tech. Ils vont comme pourrait le faire un OpenAI, comme pourrait le faire un Microsoft avec la brique Azure, Watsonix, ils vont juste apporter la brique technologique, ils n'ont pas de données supplémentaires qu'ils vont fournir. Alors, ce qu'on a fait, c'est des données qu'on a random.
Et après, comment se passe la phase de contrôle, justement, et de fiabilité avec les équipes métiers? Parce que, bon. Ça c'est une grosse couche. Et donc, je vais essayer de revenir un peu en avance sur la démo. Ce qui est fondamental, c'est ce que je disais là au niveau de l'explicabilité. Parce que le plus gros challenge, il y a deux gros challenges. Le premier, c'est qu'on ait des clusters pertinents, donc des regroupements de population qui fassent sens. Ça, c'est un problème qui a toujours existé en IA, avant l'IA générative. Mais le problème, c'est que les itérations, elles mettaient 2-3 semaines parce qu'il fallait que les équipes un peu plus data fassent des personas plus ou moins sensibles et ensuite aller voir le métier. Le métier leur disait « Ah non, c'est pas exactement ça, il faut qu'on change la segmentation, les clusters. » Là, c'est en direct, c'est en automatique. Donc, en une quinzaine, vingtaine de secondes, on a la réponse et le métier peut dire « Ah non, alors ça ne me va pas, tiens, changeons ça. » Hop, on change, on a la réponse. Hop. En fait, l'itération, au lieu de perdre 1, 2, 3 semaines, elle se fait tous les 10 secondes. Donc, j'ai une bêtise, mais en 2-3 heures de workshop, on arrive à avoir quelque chose de très, très pertinent pour le métier parce que c'est juste creuser dans les bases de données et les exposer très rapidement. Donc ça, c'est une première réponse donc, sur la pertinence des clusters. Et ensuite, sur la pertinence du message de l'IA générative, éviter l'hallucination. C'est fondamental et on ne l'a pas fait pour tout parce que c'est un peu plus chronophage, mais l'idée, c'est qu'il faut exposer le rationnel qui fait que l'ISA va avoir ce comportement. Par exemple, c'est les pourcentages de différence avec l'écart à la moyenne. C'est le rationnel qui fait qu'elle dit, ben voilà, moi, si on fait une campagne, ben je vais plutôt avoir tendance à me rendre appeler un agent, ou alors plutôt me rendre en boutique, en agence, ou alors plutôt je vais écrire un mail. Et ça, on le sait par rapport à son comportement passé, mais il faut l'exposer aux agents pour qu'ils se disent, ah oui, bon, Lisa, elle dit ça, mais en fait, il n'y a que 30% de plus que la moyenne, c'est peut-être pas significant. Par contre, s'il y a 200% de plus, on dit, ah oui, ce persona-là, il est hypersensible. Donc, en gros, il faut juste mettre une couche d'explicabilité qui permet de ne pas induire le métier en erreur. Est-ce que je réponds à la question? Je ne sais pas, Aude. Oui, enfin, je me rends compte qu'il y a quand même un gros travail préparatoire en amont par les équipes data. Ça nécessite aussi qu'il y ait une forte maturité au sein de l'entreprise sur ces sujets-là, enfin, sur la maîtrise de la donnée dans le CRM, etc. Puisque vous allez extraire de la donnée qui est là. Et en fait, c'est la phase d'analyse, quelque part, est réduite et gagne en puissance. Mais derrière, il y a quand même cette phase de réajustement qui reste la même, en fait, que sur d'autres projets. Du coup, est-ce qu'il y a un réel gain de temps au final? C'était ma question. alors, en fait, là, on fait, par exemple, j'ai fait un cas clustering, bon, c'est dans le cadre du luxe, pour un client, il y a 3-4 ans, 3 ans, sortir le cas d'usage avec les itérations métiers, la préparation de la donnée, ça a duré à peu près 4-5 mois. C'était assez long parce que le métier devait s'aligner, etc. Si on avait eu ce cas d'usage-là, je pense qu'on l'aurait sorti en 1 mois, 1 mois et demi, peut-être, parce que les itérations vont plus vite. L'entraînement, la préparation des données ne change absolument pas parce que la couche d'IA générative vient se porter à la fin. Mais là, on a perdu 2-3 mois, c'est les allers-retours métiers, ce que vous mentionniez. Donc déjà, sur ça, on gagne du temps. Mais attention, une fois que j'ai fait ça, si dans l'époque avant l'IA générative, je fais mon clustering comme une boîte à peu près normale, tous les 6 mois, tous les ans, pour avoir une vision à peu près claire. Mais tous les 6 mois, tous les ans, je vais perdre au moins, ça ira peut-être plus vite, mais 3-4 mois. Avec cette IA générative, enfin avec ce produit-là, en fait, vous perdez peut-être une journée. Au lieu de prendre 2-3 mois d'une équipe ou de 3-4 équivalents temps plein, là, vous les prenez, ça se fait en 2-3 jours avec un peu de maintenance. Et donc, on gagne un temps assez impressionnant. Mais alors, ça, c'est le gain de temps. Donc, là, en termes de gain de temps, je pense qu'on peut gagner, si c'est utilisé tous les 6 mois, je pense qu'on peut gagner 4 mois de 3 personnes. Donc, à peu près l'équivalence qu'on peut éviter d'avoir une feature team ou les équipes marketing trop dédiées. La deuxième chose qui a une valeur assez forte sur ce cas d'usage, c'est de se dire, avec ça, j'ai la possibilité d'être hyper précis dans les campagnes que je fais. Le targeting que j'ai et la compréhension de mes personas, ce n'est pas juste une fiche, entre guillemets, un peu plate, en 3 slides avec un petit peu de jolies couleurs. Mais par contre, c'est plutôt une approche qui me permet de discuter avec mon persona, de rentrer dans le détail de toutes les questions que je veux et surtout d'avoir mes campagnes marketing qui sont faites sur mesure. Donc là, on gagne un temps assez impressionnant. Désolé, donc en fait, du coup, après, vous créez vraiment le persona dans la base de données et ensuite, vous voyez comment se comportent les campagnes vis-à-vis de ce persona. Et donc après, c'est un travail classique marketing. Du coup, ça fait gagner du temps sur la phase de préparation, en fait. Alors, phase de préparation et phase de ensuite création des messages marketing. Imaginons que je
je lance, peut-être que j'ai une bêtise dans votre industrie, mais si, imaginons que je lance une quinzaine de produits par mois sur une cinquantaine de personnes potentielles, ben, cette activation-là, elle va prendre du temps à préparer et ensuite à lancer. Et donc là, il y a un gain de pertinence ou de temps qui peut être aussi assez intéressant. À voir si c'est pertinent sur l'industrie. Hein, oui, c'est ça, par exemple. Et pareil, compréhension client, voice of customer sur le chat peut être assez intéressant aussi. C'est des possibilités assez, en tout cas, qu'on a reconnues sur 2-3 points de l'industrie et qu'on a regroupé dans ce cas d'usage. D'accord. Merci. Non, avec plaisir. Alors, désolé, je vois qu'il est 10 heures. On avait d'autres usages à présenter, mais on a un peu tiré sur celui-ci qui est très intéressant. Ravi de vous envoyer potentiellement un petit peu de documentation sur les autres ultérieurement. Avec plaisir. Faire un point pour creuser avec grand plaisir. Sachant qu'on a dû vous mettre des exemples sur chacun des grands blocs, c'est-à-dire agent conversationnel, agent productif, agent créatif. Mais ceux qui ont des questions, hein, moi, ravi de rester quelques minutes. On va peut-être pas redérouler ça, mais là, c'était sur des sujets de marketing, de création de marque. C'est en fait Orange, on peut les citer, hein, ils ont changé leur tonalité de marque. Et une des conséquences de ça, c'est de remettre à jour l'ensemble des FAQ du site. Vous imaginez le nombre de FAQ qu'il y a. Oui, d'accord. Et en fait, ça se fait. Enfin, on a développé une IA générative et qui le fait de façon automatique. Encore une fois, ravi de creuser s'il y a des sujets. Encore une fois, on peut rester avec Jérémy quelques minutes. Si vous avez des questions, on peut évidemment en ligne, vous pouvez évidemment nous contacter ou le hub. Ravi de poursuivre cet échange. En tout cas. Je vous remercie. Moi, je dois filer. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci, Aude. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions peut-être à Jérémy et Geoffrey dans le peu de temps qui nous reste? Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, pardon, vas-y, Jérémy. J'avais juste une remarque. Je ne sais pas si Isabelle est toujours dans le call. Non, je ne crois pas. Bon, je vais faire un petit message parce qu'on avait un sujet call center qui aurait pu être intéressant à creuser pour plus tard, mais Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Bon, bah super. Ravi. Et à refaire. Absolument, oui. Sur des sujets, sur un des sujets précis comme ça, c'est très bien, c'est très clair. Et ça avec 1h30 peut-être au lieu d'1 heure. Oui, voilà, c'est ça. Notamment call center, je suis preneuse. Un déjeuner, c'est plus long qu'un petit déj la prochaine fois. C'est ça, c'est ça. Et Geoffrey, je vous rejoins, vous savez, sur votre remarque, et je m'arrêterai là, sur le type de profil. Sur ce type de démarche-là, nous, ça a été clairement identifié, nous aussi. Hein, c'est beaucoup de gens sont encore focus sur la notion de data scientist, où nous, très clairement, on a identifié comme vous, hein, le fait que la femme ou l'homme clé, c'est là où le data engineer. La difficulté qui est derrière ça, c'est que toutes les boîtes ont recruté depuis entre 5 et 10 ans des tonnes de DS. Ouais. À juste titre, j'ai fait, tu vois, à juste titre. Là, on est sur des profils, encore une fois, beaucoup plus orientés avec des compétences de MLeng plutôt que math/modèle. Et donc, carrément. Alors, ça existe, hein, les boutons à 5 pattes, ça existe, mais c'est souvent pas les mêmes. Mais ravi hein, Stéphane, si tu veux poursuivre, ravi de poursuivre ce débat. Là, on pourrait parler, même ce sujet-là, on peut en parler des heures. Mais merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était bien intéressant. Merci Anthony. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.